Oui, donc je m'appelle Jacques Antonin, je vis dans le sud Aveyron depuis maintenant une trentaine d'années et j'ai une passion, on va dire, hein, c'est la découverte de la manifestation de la vie à travers aussi bien la biologie cellulaire que les micro-organismes et que la vie, le règne végétal, animal, etc., les insectes, tout ça. Donc toute cette biodiversité qui en même temps, j'ai la chance qu'elle soit sous mes yeux, on va dire, en permanence. Et ça me permet de me ressourcer, d'être suffisamment en forme pour pouvoir vivre ce que l'on vit actuellement, qui parfois peut être très déstabilisant. C'est vrai que l'ignorance fait partie des gros problèmes qui nous ont entraînés dans la situation où on est actuellement. Mais cette ignorance, elle est en même temps ponctuée, elle est à l'origine de la désinformation, c'est-à-dire qu'on se laisse désinformer par ignorance. Donc l'ignorance, on peut dire qu'elle est liée à la désinformation, mais il y a surtout une période stratégique qui a été, on va dire, le point de départ de la construction de notre société industrielle soi-disant moderne et soi-disant civilisée, où on a perdu toute forme de souveraineté, aussi bien individuelle que nationale ou autre, ou patriotique, peut-être même à une échelle beaucoup plus réduite. Ce principe de souveraineté a disparu. Il a disparu par ignorance, d'une part, de ce qu'est un être humain, d'autre part, et surtout du potentiel caché dans les forces de vie d'un humain qui ont été altérées depuis, on va dire, surtout avec les travaux de Lavoisier, et où on a figé un monde, le monde du vivant, on l'a figé et on l'a réduit à tout ce qui est visible, tout ce qui est d'ordre visible, alors qu'on ne voit que même pas 0,5% de la réalité, et que cette réalité existe parce qu'il y a plus de 99,5% du non-visible qui permet au visible d'apparaître. Alors la pensée pasteurienne, elle s'applique, c'est une vision, je pourrais dire même que c'est un choix de société. C'est devenu un mode de société, la pensée pasteurienne. C'est-à-dire, les désherbants, pour moi, c'est la pensée pasteurienne. Hein, vous voyez, le Roundup, on a essayé d'interdire le Roundup. Le Roundup, c'est quoi? C'est un produit qui tue l'herbe. Est-ce que vous croyez que l'herbe n'a pas une mission sur Terre? C'est intéressant. On peut très bien cultiver sans Roundup. Ça fait 40 ans qu'on utilise ça en bio, les méthodes de culture sans désherbant. Plus de 40 ans. Moi, j'ai commencé en 75 à l'époque. Donc, il faut arrêter le délire. On sait comment mettre en œuvre une culture sans désherbant. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Mais la pensée pasteurienne fait que on conserve ces méthodes-là parce que on veut utiliser une technologie, si on n'utilise pas un désherbant qui tue l'herbe, une technologie qui restera dans la pensée pasteurienne. D'accord? C'est-à-dire supprimer quelque chose. Donc on va utiliser en bio des méthodes de désherbant bio. Hein, on va traiter les sols, en maraîchage, on va utiliser le gaz, la chaleur, le machin, tout ce que vous voudrez. Mais non. Ça, c'est la pensée pasteurienne. On reste toujours dans la même éducation. Ça commence à l'école, ça commence avec les vaccins, ça commence avec le combat. Je parlais des défenses immunitaires, c'est ça.
L'être humain, ce n'est pas un guerrier. Il vient au monde pour communiquer avec son entourage. Il ne vient pas pour se défendre. Non, il ne vient pas pour agresser l'agresseur potentiel. Non, 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 non. Il vient pour échanger, pour harmoniser. D'ailleurs, j'ai sorti une phrase que j'appelle la loi de la vie. Chaque organisme vivant qui se manifeste dans l'univers n'a qu'un but essentiel, c'est d'harmoniser le lieu où il évolue dans le temps et l'espace. C'est aussi bien une herbe qu'un champignon, qu'un arbre, voilà, c'est ça ce principe-là. Et ça, c'est l'anti-pensée pasteurienne. Quand j'ai parlé du pléomorphisme, alors là on peut aller comment dire, on concrétise l'erreur de la pensée pasteurienne dans le courant du XXe siècle, hein, en partant de Antoine Béchamp qui était de 19e, 20e, jusqu'à dernièrement, hein, jusqu'à la fin, début du XXIe siècle, on a découvert que en fait un être humain vivait grâce aux bactéries, grâce aux microbes, grâce à tout ce monde qui part du non visible pour devenir visible, mais il n'y a pas vraiment cette interface entre le non visible et le visible, elle n'est pas suffisamment, pour certains, elle ne sera pas la même que pour d'autres, c'est ça que je veux dire, suivant l'outil qu'on a. On a constaté que dès qu'il y a un déséquilibre dans un organisme vivant, se met en œuvre un processus de réharmonisation de cet organisme par, en l'occurrence, des virus qu'on appelle bactériophages, hein, qui mangent des bactéries. Donc ça, c'est naturel. Hein. Et quand on a parlé de ces histoires de vaccination contre le Covid, eh bien, c'était évident qu'il y allait avoir une production de variants naturels. Ça s'appelle le pléomorphisme, la capacité de générer en réaction à un empoisonnement, quelque part, des bactéries, des virus, qui vont neutraliser, qui vont réharmoniser un terrain chaotique, en gros. C'est ça le principe. Et tant qu'on n'aura pas compris que l'organisme humain, pas que humain, hein, un organisme vivant a la capacité d'harmoniser, de s'harmoniser en fonction d'un déséquilibre, naturellement par ce qu'on appelle des éléments petits ou microzymas qui basculent, qui évoluent vers d'autres processus de type virus, bactéries, et après on peut aller plus loin hein, dans le domaine de l'évolution qui grossit. Et d'ailleurs c'est intéressant de reprendre les travaux de Charles Laville qui dit qu'une cellule humaine n'est autre qu'une algue. Et c'est quoi une algue avant d'être l'algue? Algue, c'est une cyanobactérie. C'est quoi une cyanobactérie? C'est une bactérie. C'est quoi une bactérie, etc., etc. On remonte jusque dans le non visible hein, qui permet au visible d'apparaître. La pensée pasteurienne n'est pas obligatoirement comment dire, que lié à la vaccination. C'est ça que je veux dire. Hein. La pensée pasteurienne, c'est global. Et on est arrivé là, je pense, parce que la vaccination existait avant Pasteur, avec la vaccine, l'histoire de la vaccine. Donc il faut retourner à l'histoire de comment Pasteur a surfé sur la notion de vaccination en étant totalement convaincu, entre guillemets, par ignorance, parce que ce n'était pas du tout son métier, quelque part. Au départ, Pasteur, quand il était jeune, il était portraitiste. Il n'en avait rien à foutre de ces couillonnades-là. Et puis, on l'a bousculé pour qu'il fasse ce métier-là, entre guillemets, pour qu'il soit au devant de la scène. Et puis, voilà. Mais c'était pas quelqu'un qui était vraiment un biologiste dans l'âme. D'ailleurs, la preuve, c'est que il a inventé ces histoires de bactéries aérobies et anaérobies. Alors on nous fait croire qu'une bactérie aérobie, elle a besoin d'oxygène. C'est intéressant. Et une anaérobie ne supporte pas l'oxygène. Sauf que, si on écoute Louis-Claude Vincent, ce à quoi j'adhère, dans l'air, il n'y a pas d'oxygène. C'est marrant. Donc une bactérie aérobie a besoin d'air
mais pas d'oxygène. On est bien d'accord. Et dans l'air, on a essentiellement de l'azote et de la vapeur d'eau. Une bactérie anaérobie, elle a surtout besoin d'oxygène, donc d'eau, de l'eau. Et elle va trouver son oxygène dans l'eau. D'accord? Voilà. C'est ça la nuance. Et donc, on a inversé les choses. Une aérobie ne supporte pas l'oxygène et une anaérobie a besoin d'oxygène. C'est quand même intéressant de voir à quel point on n'a pas remis en cause cette pensée pasteurienne fondamentale qui est encore actuellement malheureusement utilisée, en l'occurrence avec les fosses septiques. Ça, c'est l'erreur fondamentale, c'est de mettre les excréments humains dans de l'eau. Faites l'expérience. Allez voir un pot de chambre 6 mois après, hein, avec du caca, comme on dit, hein, dedans. Vous allez voir comment ça n'a pas évolué. Ça pue, c'est tout. Donc, c'est ce qui se passe dans les fosses septiques. Si on met des excréments dans de l'eau, il y a un blocage sur la transformation des matières par une inadéquation bactérienne. D'accord? C'est pour ça qu'on dit qu'il faut mettre des bactéries dans les fosses. Ben non, si on ne mettait pas la merde dans l'eau, on n'aurait pas besoin de rajouter des bactéries. Donc, là aussi, c'est un gros problème. Donc, si on supprime les fosses septiques et qu'on trouve, en l'occurrence, des méthodes, en l'occurrence la phytoépuration, qui est quand même un outil extraordinaire naturel, hein, d'ailleurs, on n'a pas besoin de trucs compliqués, hein, et bien très rapidement, avec des stations d'épuration dignes de ce nom, phytoépuration grande échelle, on peut reboire l'eau des rivières rapidement. Hein. Ce n'est pas un problème. Et c'est ça qui pollue. Et ça pollue l'eau, donc ça pollue la faune, la flore, etc. Et c'est un cercle vicieux. Donc il y a une, comment dire, une remise en cause globale du mode de fonctionnement et du système d'épuration, d'accord, de l'assainissement, et du mode d'alimentation et de tous ces traitements hormonaux qui sont complètement à côté de la plaque et qui créent plus de maladies que de réparation et de santé, quoi. Il y a des scientifiques qui sont vraiment extraordinaires, notamment on a un trio que j'aime beaucoup qui est Greg Braden, Lynn McTaggart et Bruce Lipton, qui nous font des conférences extraordinaires et dernièrement qui valident le fait que l'être humain, le premier cerveau qui est construit dans l'embryogenèse, au moment où cet être nouveau se fabrique dans le ventre de la maman, c'est le cœur, le premier élément, et par-dessus son cerveau autonome. Le cœur a un cerveau autonome, d'accord, qui fonctionne en partenariat, bien sûr, avec le cerveau crânien et qui descend jusqu'au niveau du système de digestion, hein, le système des intestins. Et donc, dans notre capacité d'expression, le cœur est l'élément prépondérant. Et il faut savoir que le cœur est un organe, d'abord ce n'est pas une pompe, hein, d'ailleurs si vous reprenez les travaux de Bernard Vial, qui dit que le sang ne circule pas, donc en fait le sang se fabrique dans les poumons, c'est lui qui fabrique les vaisseaux, il ne circule pas dans les vaisseaux, mais il fait battre le cœur. En gros c'est ça, hein, pour schématiser. Sur tout ce qu'on nous a appris, que le cœur est une pompe, c'est absolument impossible que le cœur soit une pompe, c'est impossible. Hein, c'est le b.a.-ba de la physique, pour ceux qui ont fait un peu d'hydraulique. Le principe, c'est le principe du cric hydraulique. Un cric hydraulique, vous avez un petit piston, hein, sur lequel on agit et qui va envoyer une pression sur un grand piston. Ce grand piston va soulever une charge énorme, hein, voilà, grâce à une petite pression. Mais après, vous pouvez essayer de faire pression sur ce gros piston et n'aura jamais d'action sur le petit piston. Or, le cœur, on croit, si le cœur est une pompe, c'est l'inverse de l'hydraulique. Donc, ce n'est pas possible. Le cœur ne peut pas être une pompe. Que ce soit une électrovanne, que ce soit un redistributeur d'énergie, d'infos et tout, ok, c'est possible tout ça. Mais surtout pas une pompe. Mais ce qui est très important, c'est de comprendre que le cœur est un grand mystère. Comme le sang, c'est un grand mystère. D'ailleurs, Christopher Vazé dit le corps est au service du sang. Le corps est au service du sang.
Et le sang, pour moi, c'est de l'âme liquide. Hein, et c'est l'âme qui anime le corps physique. Hein, et si le sang est lumineux, il a une radiance, hein, il a des rayonnements comme la radioactivité, il irradie quelque chose. Hein, et cette radiance est le reflet de la pureté de l'âme de la personne. D'accord ? Quelqu'un de brillant, ça a un sens. D'ailleurs, ça vient, et là, encore une hérésie qu'on nous fait croire à l'adolescence, on nous dit le thymus, cette glande extraordinaire, cette glande-là, à l'adolescence, à la puberté, elle se nécrose et ça ne sert plus à rien. Ok. On enlève le thymus, on meurt, mais ça ne sert plus à rien. Donc, il y a quand même un problème. Non. La seule partie du corps physique à la naissance qui fait l'inverse du reste, c'est le thymus. Un être humain à la naissance, il émet des biophotons, hein, c'est-à-dire de la lumière, des flashs lumineux. Et en l'occurrence, un enfant, quand il sort du ventre de sa maman, il émet 200 biophotons par seconde, par centimètre carré. Donc c'est de la lumière, c'est un bloc de lumière. Mais il n'est pas dur, il n'est pas minéralisé encore, hein, il n'est pas cristallisé. Et progressivement, cette lumière va se libérer pour se transformer en matière. D'accord ? À la fin de croissance, hein, vers 21 ans, on a diminué de moitié de lumière, mais on a augmenté la matière. Voilà. Et la seule partie qui fait l'inverse, c'est le thymus. Le thymus, à la naissance, c'est une glande qui est petite, mais par rapport au reste, qui est grosse. Et à la puberté, au moment où l'enfant découvre son identité intime quelque part, hein, qui suis-je? À ce moment-là, le thymus perd de sa matière, mais par contre, il augmente en lumière. Et c'est grâce à ce potentiel de communication identitaire que l'enfant peut communiquer avec son environnement, avec le principe des biophotons, comme on retrouve dans une graine germée, comme partout. C'est ce principe-là. S'il n'y a plus de biophotons, s'il n'y a plus d'ondes lumineuses porteuses d'informations, il n'y a plus de communication. Or, qu'est-ce que fait la vaccination? Elle détruit le thymus. Comment voulez-vous qu'un ado, hein, qui a été dès le départ perturbé par des informations qui n'ont rien à voir avec ce qu'il est vraiment au fond de lui, quand il arrive ado, il a envie de tuer tout le monde, quoi. Le monde qu'on lui propose ne correspond pas à ce qu'il est au fond de lui. Donc il cherche. Il se fout des voiles, des machins, des étiquettes, qui se terminent en schizo, parano, tout ce que vous voudrez. Ou alors on fuit dans des trucs illicites, entre guillemets, mais qui sont illicites par rapport à soi-même, pour aller chercher quoi, on ne sait pas. C'est la quête permanente, quoi. Voilà, l'ignorance. Je pense que ce qu'il faut conscientiser, c'est le fait que l'être humain peut vivre sans manger de matière et sans boire, ça, à l'origine. Donc ça, on peut l'expliquer scientifiquement, c'est plus un problème. Et donc ça veut dire que croire qu'il faut manger ceci, qu'il faut manger cela, par exemple un régime à base de viande, de protéines, de machin, de trucs, non. Ça, franchement, il faut remettre ça à plat. Et ça fait partie des problèmes, aussi bien de la santé que du climat. On est bien d'accord. C'est lié directement. Hein. Après, là, le gros problème qu'on a mis dans la tête des gens, c'est de croire que, par exemple, le blé est dangereux. Le blé, il n'a jamais été dangereux, le blé. C'est la manière dont on le cultive, la manière dont on le transforme en farine et la manière dont on fait le pain qui fait que ce n'est pas dangereux ou c'est dramatique. Voilà. Donc on retombe dans le problème de l'ignorance et de la désinformation et de la diététique entre guillemets qui n'a rien à voir avec les besoins d'un humain. D'accord ? Voilà. Et donc moi je fais le pain depuis 30 ans ici. J'ai constaté que quand je vendais mon pain sur le marché de Saint-Afrique, ben, les gens ils disaient oui mais moi j'ai l'allergie au gluten, tout ça. Bon moi je ne savais même pas ce que c'était hein, cette histoire d'allergie au gluten. Alors je donnais un petit pain par-ci, un petit pain par-là. Et puis les gens y revenaient, ah ben finalement j'ai pas eu de problème.
Voilà. Et donc, de fil en aiguille, j'ai étudié le sujet. Il est bien évident qu'il y a la manière de cultiver, mais il y a surtout la manière de faire la farine. Voilà. Et de là a découlé l'histoire des moulins à strier, quel est l'élément dans le grain qui perturbe les gens, etc., etc. Donc tout ça, c'est un travail qui est à la portée de tout le monde. Hein, maintenant, ça fait des années et des années qu'on passe cette information. Donc à aucun moment le gluten peut être dangereux dans la mesure où on sait faire le pain. Même un blé qui a été un blé moderne, entre guillemets, mais bon, je ne parle pas des blés trafiqués, je parle de blé avec des variétés qui ne sont pas des ancestrales, hein, ne pose aucun problème dans la mesure où on fait la farine avec un moulin à strier qui respecte le grain, qui enlève l'élément qui est à l'origine de la destruction des parois intestinales, etc., etc. Si les macromolécules de gluten sont transformées pendant la panification, on ne risque absolument rien. Voilà. Donc, c'est que de l'ignorance et de la désinformation. On retombe dans les mêmes problèmes. Il faut savoir aussi une chose, c'est que en France, on exporte une quantité de blé phénoménale et on importe des céréales. Qu'est-ce que c'est ces conneries? On n'a pas besoin de faire ça. Ça ne tient pas la route. Donc, on n'a pas besoin d'exporter des céréales, on a juste besoin de les cultiver en respectant ce qu'est le grain de blé, entre autres le blé, mais ça peut être aussi le reste des céréales. Et à ce moment-là, on en aura largement assez pour notre production, sans avoir à en exporter. Et on peut tout passer en biodynamie demain, ça ne pose aucun problème. On aura largement assez pour nourrir les habitants du pays. Ça ne pose aucun problème, on aura même des excès. Donc qu'est-ce que c'est ces théories qu'on ait des milliards et qu'on n'aura pas assez? Non, 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 non. C'est qu'on n'a pas les connaissances, on a beaucoup de désinformations et pas les connaissances de ce qu'il faut pour nourrir un humain correctement. Voilà. Et croire qu'il faut manger de la viande, là aussi, ça ne tient pas la route. En plus, il y a des gens qui peuvent très bien consommer un produit animal, et puis il y en a d'autres où non. Donc qu'est-ce que c'est ces trucs-là? Il n'y a pas deux personnes pareilles. C'est sûr que la problématique alimentaire est très liée au climat, et indirectement, le contexte climatique va avoir une perturbation sur ce qu'on a envie de manger. D'accord? Et qui peuvent vraiment perturber, surtout chez les jeunes, hein, en cours de découverte du monde, qui sont complètement chaotisés par des attirances, quelque part, qui ne sont pas tellement naturelles. On est bien d'accord. On n'est pas trop nombreux sur la planète, on peut largement nourrir l'ensemble de la population terrestre sans s'inquiéter. Simplement, il faut d'ailleurs, je sais que la FAO, dans les début des années 2000 ou un truc comme ça, a sorti un rapport qui disait que l'alimentation entre guillemets industrielle moderne ne pouvait pas nourrir les habitants habitués à des nourritures locales très spécifiques. Non. Ça les faisait crever. Ils mouraient de faim, quoi, de maladies et tout. Non, ce qu'il faut, c'est manger pas beaucoup, mais un aliment nourrissant. Et c'est quoi un aliment nourrissant? C'est un aliment vivant, comme le principe de la graine germée, qui a la capacité de transmettre les informations que notre corps va capter. Ce n'est pas une question de calories, de lipides, de machin. Non, 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 non. On fabrique, nous, le corps physique a la capacité de fabriquer tout ce dont on a besoin, on le transforme. Ce sont des transmutations biologiques grâce à l'ensemble d'un corps physique extraordinaire qui communique. Hein, les cellules communiquent entre elles à des vitesses vertigineuses. Et puis, il y a les reins qui vont alchimiser quelque part des éléments dont on n'a pas besoin, qui les retransforment en aliments ioniques, hein, qui vont repartir dans le circuit, en l'occurrence lymphatique, qui va être tout redistribué, et arriver aux portes d'entrée des cellules. Et la cellule, si elle a besoin d'une information sous forme ionique, hein, hop, les canaux ioniques s'ouvrent et l'information rentre dans la cellule. On est totalement autonome, il ne faut pas s'inquiéter. On ne manquera jamais de nourriture dans la mesure où on sait comment ça fonctionne. Il ne faut pas s'inquiéter.